Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au décryptage. Vous êtes sur Prime News Télévision. Asphaltage phase 2 dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus d'une soixantaine de rues sont concernées par ce projet. Nous en parlerons bien évidemment dans le cadre de ce programme. Et puis à l'Assemblée nationale, il y a eu jeudi dernier le vote du budget exercice 2025 de l'État, bien évidemment, avec 41% en hausse par rapport à celui de 2024. Comprendre le vote contre des partis de l'opposition ou des membres de l'opposition. Nous en parlerons également. Tout ceci, c'est avec notre invité habitué de ce programme, Henri Yambonnet. Bonjour, cher ami. Bonjour Stanislas et bonjour à tous les téléspectateurs de Prime TV. Merci de nous inviter encore. Merci, c'est toujours un plaisir. Hein. Puisque vous résidez à Abomey-Calavi, tout comme moi, on parlera justement. Je croyais que vous allez dire que je suis là-bas. Non, je suis à Abomey-Calavi quand même. Bon, Ça, pour ceux qui le savent, voilà. Alors, on va démarrer déjà par ce sujet. Plus d'une soixantaine de rues sont en construction dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est bien sûr la phase 2 du projet asphaltage qui suit son cours pour le bonheur des populations. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'étape actuelle, justement, de l'évolution de ces travaux? Mais non, déjà, il faut féliciter donc déjà le gouvernement qui a entrepris ces travaux depuis plus de 5 ans. Il faut rappeler que certaines localités de la commune d'Abomey-Calavi avaient bénéficié donc de ce programme-là. Et pour la phase B, il y a d'autres localités donc, qui ont été prises en compte. C'est dit tout simplement que il y a une répartition au niveau donc de la politique de la Varie, il y a une répartition judicieuse de cette répartition, je dirais. Mais l'autre chose qu'il faut faire remarquer, c'est que Abomey-Calavi, bon, entre-temps qui a changé de statut pour devenir la municipalité d'Abomey-Calavi, est une victime heureuse à cause de sa proximité avec Cotonou. Vous savez que Cotonou aujourd'hui bénéficie beaucoup de programmes et on veut transformer Cotonou en vitrine, donc forcément Abomey-Calavi reçoit les retombées et forcément les travaux dont vous évoquez là en font partie. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle pour les populations qui, tout le temps, sur chaque émission ou bien dans chaque échange, ont toujours souhaité que ces voies-là, que les disettes soient reprofilées, que les disettes soient reprises pour un bon déplacement. Et parce que vous savez que on dit très souvent que le développement passe par la voie du développement. Et donc, mais il y a également d'autres voies à prendre en compte. Il y a d'autres voies à prendre en compte à part ces 60-là qui ont été citées. Il y a d'autres qui sont aussi très importantes à prendre en compte et il ne faut pas que on oublie de les prendre en compte, même si l'État donc est à quelques mois de la fin de son mandat. Mais comme l'État est une continuité, il faut penser donc à également prendre en compte ces localités-là. Justement, vous l'avez dit, il y a que justement la phase 2 de ce projet lancé avec les lots 10B1 et 10B2 vise justement à améliorer la circulation dans cette commune souvent perçue comme un quartier résidentiel pour les travailleurs de Cotonou. Vous n'allez pas le démentir. Voilà, et on dit justement qu'au niveau du lot 10B1, ça concerne un linéaire de près de 26 km, dont 75% qui seront bitumés. Voilà. Et au regard, quand on circule un peu dans la commune d'Abomey-Calavi, on touche du doigt quand même cette transformation-là, les travaux de façon réelle, les chantiers aussi. Non seulement les travaux donc, de voirie, il y a également que Calavi accueille, vous savez, de grandes infrastructures aujourd'hui. On parle de Chic, on parle de il y a le marché de Gros aussi. Marché de Gros, la cité administrative d'Arros-Ogbeta. Il y a bien d'autres infrastructures que l'État donc est en train de construire. Donc, pour accéder à ces infrastructures, il faut quand même que les voies soient bien reprofilées, il faut que les gens aient accès. Et à part ça, vous avez parlé donc de il y a, pour aller par exemple dans le marché de Gros, à partir de Carrefour Kérékou, je crois que c'est bien fait aujourd'hui, les gens apprécient ça. Mais de l'autre côté, quand on va prendre du côté de Arros-Ogbeta, pour aller à Arros-Ogbeta, c'est la poussière. Mais avec ces travaux-là, forcément, tout va changer. Et pour ça, il faut déjà dire que le gouvernement a bien vu, bien trouvé le juste milieu de commencer ces travaux-là. Même si ces infrastructures dont j'ai évoqué tout à l'heure, je parlais Chic, marché de Gros, cité administrative d'Arros-Ogbeta et bien d'autres infrastructures qui sont déjà en train
d'être finis, ils seront réceptionnés bientôt. Mais déjà, c'est bien que l'État pense à tracer les voies qui peuvent permettre aux populations d'aller donc à ces infrastructures-là. C'est une bonne politique quand même. Le gouvernement a parlé de plusieurs axes stratégiques de la ville qui seront donc réhabilités, notamment la rue menant au RNIE 2, au domaine du complexe de défense de Calavi. Il y a aussi la voie qui relie le marché de Gros au carrefour Séminaire. Oui. Et la plus longue du lot qui s'étend sur près de 8 km, voilà. justement. C'est ce que je disais. Il y a ce contournement. Si vous ne voulez pas prendre par le carrefour qui est le coup pour aller au marché de Gros, vous avez, vous pouvez prendre par le marché et le carrefour Séminaire pour aller là-bas. Donc, il faut quand même qu'il y ait une bonne visibilité, qu'il y ait une bonne voie qui doit vous conduire là-bas. Donc, forcément, de toute façon, ça montre combien de fois le choix a été bien fait. Également, ça n'a pas été un choix politique parce que vous savez que si on allait laisser ça dans la main des politiciens, on aurait choisi les voies qui mèneraient au niveau de leur portail chez leur maîtresse ou chez leur cousin ou bien chez leur collègues politiciens de même formation politique qu'eux. Mais là, c'est stratégique. C'est stratégique. Voilà, ont été choisis parce que elles sont d'une importance capitale pour accéder donc à ces infrastructures-là. Et je pense que c'est à saluer quand même. Exactement. Alors, rendons-nous à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, il y a eu le vote du budget exercice 2025 avec, selon les chiffres que nous avons, 3 551 milliards de francs CFA équilibrés en ressources et en charge, comme on le sait, soit une augmentation de 11% par rapport à celui de 2024 qui est en cours d'achèvement. Le fait marquant qui n'étonne plus depuis un certain moment, c'est plutôt le vote des députés du Parti Les Démocrates qui ont voté systématiquement contre ce budget-là. Du coup, les questions s'élèvent, on se demande qu'est-ce qu'ils font réellement à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils sont là pour défendre les intérêts du peuple? Quand on sait, Henri Yambonnet, que dans ce même budget, on va les payer pour l'année 2025, on va payer leurs déplacements, leurs émoluments et tout, et ils votent contre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vous fais pas un rappel. En 2024, on avait assisté, non, en 2023, on avait assisté donc à un tel scénario également avec 27, mais par contre, il y avait un seul votant, il y avait Léon Arossi, le groupe qui avait voté. Mais cette année, on se disait, ben, qu'est-ce que les démocrates allaient faire? Ça n'a pas raté et ils ont voté contre. Mais les raisons évoquées, vous l'avez dit, moi je ne veux pas revenir sur ça parce qu'ils vont dire que bon, ce sont des élus donc, du peuple, donc forcément ils vont bénéficier de ces atouts financiers que vous avez cités tout à l'heure. Mais déjà, c'est que les raisons qu'ils ont évoquées, pour moi, ne sont pas très pertinentes. Sont peut-être très pertinentes. Par exemple, il y a entre-temps, Nourina Tchali a parlé de bavure policière, a parlé des propos discriminatoires du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Et bon, ça c'est deux raisons. Il y a d'autres raisons évoquées par d'autres députés. Il y a un député qui a parlé d'un budget irréaliste parce que pour lui, le Bénin n'a pas cette capacité-là de mobiliser le montant que vous avez indiqué là. Il y a d'autres qui disent que non, il y a les AME qui ne sont pas pris en compte. En fait, pour moi, je pense que quelque part, ils ont raison. Ils ont raison de le faire parce que le budget, c'est un outil éminemment politique. C'est un outil qui va permettre au gouvernement en place de développer ses intentions, ses ambitions et bien évidemment également de voir dans quelle mesure faire bénéficier, donc impacter la population. Donc, si entre-temps, les 8 députés démocrates votaient donc pour ce budget-là, c'est qu'ils donnent caution au gouvernement pour dire, attention, le gouvernement peut dire, mais vous savez, c'est parce qu'on fait bien que les députés démocrates ont voté pour eux. Mais bon, en votant non, ils veulent montrer également qu'ils sont contre un certain nombre de choses. Vous avez dit quelque chose que, est-ce qu'ils ne sont pas contre l'intérêt du peuple? Oui, à un moment donné, parce que ce budget-là, comme il l'a dit tout à l'heure, prend en compte des aspirations, prend en compte des besoins du peuple, prend en compte des intentions, des ambitions du gouvernement pour impacter le peuple. Au moment où nous parlons, nous réclamons des mesures sociales, au moment où nous réclamons un mieux-être, au moment où nous réclamons
oui, des infrastructures dignes du nom, eh bien, bon, ils ont préféré voter non. Je dis, c'est la politique. Et comme d'autres l'ont dit, je peux dire également que nous évoluons toujours dans l'hypocrisie politique qui consiste donc à avoir quelque chose qui est blanc, mais dit que c'est noir. Mais justement, dans ce budget 2025 qui consacre quand même 41,5% des dépenses aux secteurs sociaux, une orientation qui vise à réduire la pauvreté et à ramener son taux à 33,8% d'ici fin 2025. Le gouvernement mise sur un taux de croissance de 6,8%. Quand on regarde ce budget qui est en faveur des populations, vous le disiez tantôt, est-ce que les députés de l'opposition ne gagneraient pas quand même à réfléchir, à se mettre à la place des élus qui les ont envoyés, parce que ils savent pertinemment qu'en votant contre, de toutes les façons, ça ne va pas bloquer le vote du budget, ça va passer. Justement, ça ne va pas bloquer le vote du budget, parce que même si les députés donc, de la mouvance aussi votaient non, il y a des mécanismes donc, pour permettre au président donc, de mettre en exécution son budget. Et donc, non, ce n'est pas l'intérêt du peuple donc, qui les guide aujourd'hui. C'est l'intérêt personnel. Chaque député évolue. Vous savez, c'est pourquoi quand il parle de parlement monocolore, quelquefois je dis, non, oui, on parle de parlement monocolore, mais le parlement monocolore a aussi a eu des retombées positives qu'on peut saluer. C'est vrai que en son temps, il y a eu rien qu'une classe politique qui était à l'Assemblée nationale, mais il y a eu de voix contraires, mais il y a des choses qui ont été faites et qu'on peut mettre à l'actif de ce Parlement-là, malgré qu'il soit monocolore. Mais du côté donc de l'opposition, qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Oui, l'intérêt du peuple n'est pas pris en compte. Mais quand on prend ce budget-là, quand on analyse bien, est-ce que le budget, il n'a pas suivi le processus? Quand vous suivez le processus et qu'à un moment donné, vous avez des observations à faire, je préfère qu'on fasse ces observations-là avant même de passer au vote. Je dirais, je serais à la place que déjà le mardi ou bien le lundi, qu'on monte au créneau en disant, mais écoutez, les amis, au niveau du budget, voici ce qu'ils ont prévu l'année dernière, ils n'ont pas fait ça, mais ils ont ramené ça cette année, on veut savoir ce qui en est. Et bien quand vous évoquez les problèmes comme ça, le gouvernement même en place sera, attention, les gens là nous regardent de notre œil. Mais vous autres, on sait systématiquement que vous n'allez pas voter, vous allez voter contre. Et ça passe comme effectivement une lettre à la poste. Je pense qu'il y a de quoi à demander aujourd'hui. Est-ce que les démocrates militent vraiment pour le peuple? Est-ce que vraiment l'intérêt du peuple les guide? Voilà. Voilà. Alors, quand on se pose ce genre de questions, certains observateurs estiment que si c'est pour venir au Parlement pour bloquer systématiquement tout ce qui va être voté ou pour voter contre systématiquement sans analyser en profondeur ou pour faire la politique de la chaise vide, ce n'est pas la peine parce que ce n'est pas de ça que le peuple a besoin. Quel est le message que véhicule le Parti des démocrates à ses mandants, justement à ses élus, via un tel comportement au Parlement? Non, il y a que... il faut analyser de près ces comportements politique du Parti des démocrates. Parce que vous savez, quand on quitte la 8e législature, pour eux, c'est que c'est un fait qui ne devait pas se produire. Et donc, leur retour à l'Assemblée nationale devait montrer au peuple que eux autres, ils existent. Et donc, pour eux, il ne faut pas s'aligner derrière les députés de la mouvance pour faire la même chose. Et pour ça, il faut que systématiquement, on fasse donc la politique de chaise vide, systématiquement, on vote non. Mais l'autre chose, la conséquence, c'est que les députés démocrates auront aussi des propositions de loi, auront des propositions de loi, des projets de loi qui bénéficieront, ces projets donc, qui vont demander également que les députés de la mouvance votent. Et donc, la conséquence, accompagner. Maintenant, la conséquence, c'est qu'ils n'auront pas, bien évidemment, cet accompagnement-là de la part de ces députés de la mouvance. Et l'autre conséquence également, c'est au niveau donc, ce sera pendant les élections de 2026, parce que on va leur demander, mais quand nous avons envoyé là-bas, est-ce que nous avons demandé d'aller systématiquement voter pour tout ce qu'il y a comme loi? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire montrer au peuple, aux députés démocrates que eux autres, ils sont là pour représenter le peuple. Non, le peuple ne les envoie pas pour systématiquement faire la politique de la chaise vide. Bon, encore que maintenant, ils ont commencé par
rester à l'hémicycle pour voter non. Oui, parce qu'entre-temps, systématiquement, ils sortent pour montrer que oui. Donc, je pense que ceux qui disent que le message qui passe n'est pas un bon message, ils ont quelque part raison. Mais nous sommes en politique, il ne faut pas l'oublier également, nous sommes en politique, et comme le disait l'autre, je vais citer peut-être Valère Asokota qui disait que il y a oppositionniste, donc catégorique. Donc c'est ça, non. Ça n'avantage rien les choses. Parce que quand on prend le budget c'est pour le peuple. Eux-mêmes, ils en bénéficieront. Et l'autre, quelqu'un a donné un exemple l'autre fois. C'est l'honorable Tossou qui a donné un exemple en disant que malgré que Nourelou Achari a voté contre le budget de 2023, il allait assister au lancement d'une voie prise en compte par ce budget de la loi de finances de 2023. Et il a même apprécié, il dit que quand c'est bon, il faut apprécier. Moi, je l'ai suivi sur les images. Oui, mais voilà, tu avais voté. Le développement n'a pas de couleur. Oui, tu avais voté contre. Et tu viens assister. Non, quand même. À un moment donné, c'est qu'on va brandir ces actes-là pour le dire, mais vous faites de la politique hypocrite, tout simplement. Vous êtes en contradiction avec, avec vos actes. Henri, merci beaucoup. Merci et merci à toute l'équipe technique. C'est un plaisir. Henri Yambaudet, journaliste et rédacteur en chef de radio Tado FM émettant dans la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Chers amis, merci de nous avoir suivis. À demain.